suite de la fiche. Donc, on était resté sur un mouvement de chute sans vitesse initiale. Et donc, cette chute, comme x est égal à 0, elle se fait uniquement selon y, donc c'est un mouvement rectiligne. Et bien sûr, y, vous voyez ici, a une valeur négative, donc ça veut dire que c'est vers le bas. Et donc, je peux annoncer que le mouvement est uniformément accéléré, puisque l'accélération, elle vaut un champ qui est constant, qui est le champ de pesanteur. Donc, l'accélération, elle est constante aussi. Voilà pour l'instant, et maintenant, on va repasser au cours avec l'étude qu'on appelle classique de la mécanique. Je démarre maintenant l'étude. Donc, dans le cas général, on vient de faire l'étude d'une chute libre. Là, on va se placer dans une situation un petit peu plus compliquée. Par contre, le point de départ est pratiquement toujours le même. Donc ça, vous pouvez l'apprendre sans souci. Si vous n'avez que le poids qui agit, ce sera toujours la même rédaction. Donc d'après la deuxième loi de Newton, donc je rappelle, vous donnez le système, le référentiel, vous faites le bilan des forces, et après vous appliquez la loi, la deuxième loi de Newton. Donc d'après la deuxième loi de Newton, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces extérieures. Or, la seule force extérieure qui va être appliquée ici, donc vous avez vu l'énoncé, donc on a un projectile de masse m, il est lancé avec une vitesse initiale qui s'appelle v0, et donc il n'y a rien d'autre que son poids qui va agir dessus. Alors faites attention, là c'est une donnée dans l'énoncé, souvent on ne vous le dira pas, hein. C'est à vous de dire qu'il n'y a que le poids qui va agir. Donc ça va être égal à P. Or, vous savez que P est égal à M fois G. Et donc, j'en déduis automatiquement en 3 lignes que l'accélération, elle sera égale à la valeur du champ de pesanteur. Dans la suite, donc, on va se placer dans un repère orthonormé qui vous est représenté à côté. Je vais l'utiliser dans un instant. Pour avoir l'accélération, donc on va chercher ses coordonnées. Donc ce qui est important, ce qui manque sur ce schéma, c'est de montrer avec un vecteur. Alors n'hésitez pas à le faire. Alors ne le confondez pas avec le vecteur poids. Donc ne représentez pas là de vecteur poids parce que le projectile il est là pour l'instant, il n'a pas encore été lancé. Mais par contre, qu'est-ce qui existe dans cette zone de l'espace? Il existe un champ de pesanteur G qui est toujours vertical vers le bas. Donc ça, c'est le champ de pesanteur que je représente. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est important de le représenter? Parce que on va le projeter selon x et selon y, donc c'est plus facile à comprendre. Et donc, avec l'étude qu'on a pu faire tout à l'heure, eh bien, vous voyez tout simplement que l'accélération, c'est le vecteur g. Donc, je peux directement projeter ce vecteur-là sur les axes. Donc, le vecteur A pour coordonnées quoi? AX, la projection de G sur X, elle est nulle, donc ça fera 0. Et la projection sur l'axe Y, vous voyez qu'on est dans l'autre sens, G vers le bas, Y vers le haut, donc ce sera moins G. Donc voici les coordonnées du vecteur accélération, donc 0, moins G. Je peux aussi l'écrire de la façon suivante. Donc le vecteur A a des coordonnées AX qui vaut 0 et AY qui vaut moins G. Voici en gros les deux façons de l'exprimer. Donc jusqu'ici, rien de nouveau. Pour trouver la vitesse c'est donc la primitive de A, puisque A, c'est la dérivée de la vitesse. Donc il faut que j'aille dans l'autre sens. Donc je vais me demander, je vais trouver le vecteur vitesse, qui va avoir comme coordonnées donc Vx et Vy
y. Qu'est-ce qui dérivait? Je vais peut-être le rajouter par au-dessus pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc, qu'est-ce qui dérivé donne 0? Eh bien, c'est une constante. Donc, cette constante, on va la nommer dans un instant. Et qu'est-ce qui dérivé donne moins g? Ben, ça va être moins g fois t plus une autre constante. Alors, ici, dans la situation qui est proposée, on va les renommer. On va pas trop chercher l'originalité. On va les renommer comme tout à l'heure. La première C1 et la deuxième, on va la noter C2. Le changement qui va se produire, il est maintenant. Le problème, c'est que la vitesse initiale n'est pas nulle. Il va falloir qu'on en tienne compte. Pour trouver les constantes C1 et C2, il faut qu'on utilise les conditions initiales. Alors là, le problème, c'est qu'au départ, vous avez une vitesse initiale. Donc elle est représentée ici, la vitesse initiale. Donc malheureusement, il va falloir faire un petit peu de trigonométrie. Donc en général, les conditions initiales sont données de la façon suivante. On va donner la valeur de la vitesse initiale qui s'appellera V0 et on dira qu'on lance avec un certain angle qu'on appelle alpha. Donc ça, il y a plein d'exemples. On peut prendre des exemples dans le sport, un service de tennis, des exemples au niveau militaire, les canons, par exemple, un projectile qui est envoyé. D'ailleurs, historiquement, juste pour info, toute cette partie de la mécanique a été développée en fait par la guerre. Donc c'est la guerre on cherchait en fait à envoyer des projectiles le plus loin possible et le plus précisément. Donc c'est cette mécanique en fait qui a défini ça. Je ferme la parenthèse. Et donc il faut chercher les coordonnées de V0x. Donc ça, faites attention. Qu'est-ce que c'est V0x? C'est la vitesse initiale projetée sur l'axe x. Or, il faut aussi trouver V0y. V0y, c'est la projection du vecteur V0 sur l'axe y, cette fois-ci. Donc pour ça, il faut qu'on fasse un tout petit peu de trigonométrie. Donc sur une feuille, on va se représenter simplement cette problématique. Donc, on est tous d'accord que je viens de représenter exactement la même situation que celle qui est sur la feuille, là, à côté. Donc, on est d'accord que ça, c'est la même chose que ça. Où est V0x? V0x, c'est cette distance-là. C'est ça que je veux chercher. Il faut que je sache quelle est sa valeur. Quant à V0y, V0y, c'est cette distance-là. Et donc, vous n'êtes pas sans connaître un petit peu de trigonométrie. Alors, vous verrez que la relation, vous pouvez carrément, si vous voulez la prendre par cœur, ce sera tout le temps celle-là. Ici, par exemple, pour trouver V0x, là, je vais utiliser le cosinus. Donc, le cosinus de alpha, c'est quoi? C'est le côté adjacent, donc ça va être V0x sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, ça va être V0. Ici, avec les angles alternes-internes, donc alpha est là aussi. Donc, si j'utilise ici le sinus, dans ce triangle-là, je vais trouver quoi? Je vais trouver que le sinus de alpha, c'est côté opposé, donc c'est V0y, sur hypoténuse V0. Et maintenant, si j'extrais de cette expression V0x, ben V0x, c'est V0 fois cosinus de alpha, et V0y, c'est V0 fois sinus de alpha. Et voilà les coordonnées qu'on va utiliser pour résoudre le problème. Il faut maintenant que je détermine les valeurs des constantes C1 et C2. Donc la constante C1, je vais faire quoi? Je vais me placer à une situation particulière, donc je vais prendre Vx à t égale 0. Or, t égale 0, que vaut Vx? Eh ben, c'est la vitesse initiale, donc c'est V0x. Et que vaut V0x? C'est V0 cos alpha. Et donc ça, en fait, c'est une constante. La vitesse initiale V0, c'est une constante, et l'angle alpha de départ, c'est une constante aussi. Donc voilà, en fait, ma valeur de C1.
La deuxième, je vais l'utiliser de la même façon. Je vais dire que en utilisant les conditions initiales de Vy pour t égale 0, eh ben, c'est la vitesse initiale. Donc c'est V0 projeté selon l'axe Y, puisque je travaille selon l'axe Y. Donc ça va me faire moins G fois 0 à t égale 0 plus C2. Donc ça va me faire C2. Et que vaut cette vitesse projetée sur l'axe Y au départ? Ben, ça vaut V0 fois sinus de alpha. Maintenant que j'ai trouvé C1 et C2, je peux les injecter dans l'expression de V et proposer donc pour V les valeurs. Donc j'ai Vx qui vaut V0 cos alpha et Vy qui vaut moins G fois T plus V0 fois sinus alpha. Donc vous voyez là, l'équation elle est un petit peu plus difficile, mais vous voyez en fait apparaître, donc le moins G fois T c'est comme avant, et là vous voyez apparaître simplement les conditions initiales. Attention, je vous fais juste une petite remarque quand vous allez passer à l'application numérique un peu plus loin. On vous donne souvent des angles en degrés. Ça veut dire que votre calculatrice, il faut qu'elle soit en mode degré. Hein. Si vous voulez calculer le cosinus de cet angle-là, si l'angle est en degrés, votre calculatrice, elle doit être en mode degré. Attention aussi aux notations. Vous allez avoir des exercices où l'angle va être appelé, non pas alpha, mais va être appelé autrement. Θ des fois ou autre. Essayez de vous adapter. Souvent, on voit des élèves, on voit qu'ils ont appris une démonstration par cœur, ils savent faire que ça. Et dans l'exercice, désolé, l'angle il s'appelle pas alpha, il s'appelle autrement. Donc, essayez de montrer que vous êtes capable de vous adapter. Et on va refaire le même principe maintenant avec la position. Donc, on va intégrer les valeurs pour la position. Donc maintenant, je vais intégrer, donc je vais trouver les coordonnées du vecteur. Alors attention, ici le point, il n'est pas appelé M, il est appelé G. Donc je vais devoir trouver les coordonnées du vecteur OG. Donc X et Y. Donc je vais me poser la question, qu'est-ce qui dérivé donne ça? Alors ça, on est bien d'accord, c'est une constante. Donc je vais déjà l'écrire en haut, parce que vous allez voir qu'il faut qu'on réfléchisse un petit peu plus quand même. Donc je vais trouver X qui va être égal à V0 cos alpha fois T, puisque je l'intègre, plus une constante. Cette constante, donc on va l'appeler C3. Donc ça, si je le dérive, je retrouve bien ça. Puisque ça, c'est une constante. Hein. Ça, c'est connu dans l'énoncé. Ça, c'est connu dans l'énoncé. Ce sera donné. Ensuite, qu'est-ce qui dérivé donne moins G fois T plus V0 sin alpha. Donc ça va me donner moins 1 demi de GT carré plus V0 sinus alpha fois T. Je le mets entre parenthèses parce que c'est pour tout le bloc. C'est pas obligatoire. Hein. Plus une constante C4. Maintenant qu'on a l'expression de x et de y, donc il faut trouver C3 et C4. Donc je vais utiliser quoi? Encore une fois, les conditions initiales. Donc je vais me mettre dans une situation particulière qui est à t égale 0. Donc à t égale 0, tout ça, c'est égal à 0. Donc ça va être simplement C3. Donc c'est peut-être une valeur x0. Mais vous allez voir ici, regardez, dans la suite du document, on va voir que y0 et x0 sont égales à 0. C'est-à-dire que je me place en fait à l'origine, au début du mouvement, ce qu'on fait souvent. Hein. Donc regardez ici, x0 est égal à 0. Donc je vais le garder comme ça, mais je peux aussi dire que c'est égal à 0 d'après ce qui est marqué là. Y
pour trouver les conditions initiales, je vais me placer aussi à un temps particulier, c'est t égale 0. Donc ça va être égal à 0. Ça va être égal à 0. Donc je n'ai plus que en fait C4. Et donc là aussi, ce sera une altitude Y0. Mais là, vous voyez dans l'exercice, bah, si je considère que Y0 est égal à 0 aussi au départ, donc je pourrais dire que c'est égal à 0. Et maintenant, je réinjecte tout ça. Donc C3 et C4, c'est nul. Donc je vais en rester là pour l'expression de X. Donc je vais simplement écrire que X est égal à V0 cos alpha fois T. Et Y, donc moins 1/2 de GT carré plus V0 sinus alpha fois T. Et vous pouvez les recopier ici. Hein. Donc on peut l'écrire différemment. On peut l'écrire aussi fois T. Alors faites très très attention à une chose, c'est que là on a l'évolution de la position en fonction du temps. Ça ne traduit pas ce qu'on appelle, et ce qu'on va chercher encore pour finir aujourd'hui, l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire, c'est pas y en fonction de t. C'est quoi une trajectoire? Quand je regarde un axe, c'est y en fonction de x. Alors c'est quoi l'idée? Alors l'idée, elle n'est pas très compliquée. On va juste noter le résultat, mais vous le retrouverez, je pense, assez facilement. C'est que pour avoir le mouvement du projectile, on va isoler dans l'expression 1 ici t. Donc t, ça va être x. Donc ça, c'est x. Hein. Donc c'est égal à x. Et ça, c'est égal à y. Hein. Donc on va isoler x. On va l'injecter dans l'y. Et on va essayer de voir ce que ça donne. Donc je vais réutiliser l'expression y donc est égale à moins 1/2 de g fois t au carré plus v0 sinus de alpha fois t. Je sais que x est égal à v0 cosinus alpha fois t. Donc ça, je peux en extraire t qui vaut x sur v0 cosinus alpha. C'est mieux comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais injecter cette valeur de t dans l'équation qui est là en dessous. Donc je vais remplacer simplement. Donc ça va me faire y, c'est égal à moins 1/2 de g fois tout ça au carré. Donc x sur v0 cosinus alpha au carré. Donc je remplace t par cette expression-là. Et regardez ce que ça fait ici. Ça fait v0 sinus de alpha fois x sur v0 cosinus de alpha. Vous remarquez que v0 se simplifie. Sinus sur cosinus, c'est quoi? C'est la trigonométrie, c'est la tangente. Et là, en général, on va juste modifier les choses un tout petit peu. C'est juste une façon d'écrire un petit peu différente. Hein. On ne va rien pouvoir enlever là, malheureusement. Et donc voilà l'expression de ce qu'on appelle la trajectoire. Ça va être donc égal à moins 1/2 de g divisé par v0 sur cosinus alpha, le tout au carré, fois x au carré, plus tangente de alpha fois x. Ça, typiquement, c'est l'équation de quoi? Donc c'est une expression de la forme y est égale à ax carré plus bx, on pourrait rajouter plus c. Ça,
en maths, c'est typiquement ce qu'on appelle l'équation d'une parabole. Donc je viens de prouver mathématiquement que quand je lance un objet, par exemple le lancer franc, le basket, eh bien on a une formule qui ressemble à celle d'une parabole. Et donc c'est cette expression-là qu'on va retenir simplement dans le mouvement du projectile. Ici, donc Y, attention non plus de T mais de X, c'est donc moins 1 demi de G fois X carré sur V0 cos alpha carré plus tangente alpha fois X. Un élève en terminale doit être capable d'établir cette équation de trajectoire. Souvent dans les énoncés, on vous demande de démontrer ça, c'est-à-dire qu'on va vous donner la réponse. Donc un élève, même s'il a du mal, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dériver ça 2 fois et je vais retrouver 0 moins G. Et je reviens au début de l'exercice. Et ensuite, donc je fais ça au brouillon et je n'ai qu'à reprendre la séquence tranquillement et essayer de retomber dessus. Mais ça, je le répète, dans les énoncés, cette formule-là, souvent, elle est donnée. Et on vous dit, et on dit aux élèves, vérifiez que les équations horaires sont celles-là. Et de les démontrer, bien sûr. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Bien sûr, maintenant, il faut s'entraîner, il faut s'exercer.